Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue la lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. On commence aujourd'hui notre lecture de la troisième section de Totalité et Infini, le visage et l'extériorité. Après avoir parlé de la relation entre le même et l'autre dans la première section, le développement du moi dans la deuxième section, cette fois-ci on va parler d'autrui. Donc aujourd'hui on va lire la première partie de cette section qui s'appelle le visage et la sensibilité. Donc comme on l'a dit, autrui se manifeste comme visage. Mais c'est quoi exactement le visage? On a vu que ce n'est pas une rencontre ou une expérience sensible, puisqu'on ne peut pas représenter le visage. Ce n'est pas une surface avec des yeux, un nez, une bouche ou une peau. En gros, le visage n'est pas donné à la vision. Mais on a également vu, lorsqu'on a parlé du moi, que l'expérience sensible n'est pas forcément liée à la représentation non plus. Dans la jouissance, on a vu que la sensibilité est un vivre d'eux, 3 points de suspension, et on a montré en quoi ça diffère de l'intentionnalité. Si on dit que le visage d'autrui n'est pas donné à la vision, et que donc on en conclut qu'il ne peut pas être une expérience sensible, c'est qu'on est bloqué dans l'idée que la sensibilité est toujours intentionnelle. Il dit l'idée de l'intentionnalité a corrompu l'idée de la sensation en enlevant le caractère de données concrètes à cet état prétendument purement qualitatif et subjectif, étranger à toute objectivation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, la sensation, elle a un caractère de données concrètes, c'est-à-dire que dans la sensation, en fait, on fait l'expérience de sa propre subjectivité. C'est ça, en fait, une donnée concrète. Une sensation, c'est une vie qui découvre qu'elle vit. C'est un état purement qualitatif et subjectif. La sensation est concrète parce que on ne peut pas ne pas savoir que la sensation existe. On ne peut pas ignorer la sensation lorsqu'il y a une sensation. Le concret doit donc toujours être sensible, mais pas dans un sens objectivant, c'est-à-dire que le concret n'est pas forcément ce qui relève de l'objet. Le problème de l'intentionnalité, c'est qu'elle rend la sensation dépendante d'un objet. L'intentionnalité, c'est ça, c'est la visée vers un objet. Si je fais une expérience sensible, ça va toujours être en rapport à un objet ou à une perception selon la théorie de l'intentionnalité. Même psychologiquement parlant, la sensation, c'est la perception de quelque chose. Prenons l'exemple des couleurs. En gros, on ne fait pas l'expérience sensible du rouge ou du vert, mais l'expérience de quelque chose qui est rouge ou verte. Les qualités comme les couleurs ou les sons, les bruits doivent toujours être liés à un objet selon l'idée de l'intentionnalité. On n'entend pas un son comme ça, comme pure qualité, où on ne voit pas une couleur en tant que couleur, mais toujours un objet qui émet cette qualité. La sensation comme qualité flottante en l'air, ça n'a pas vraiment... ça n'a aucun sens en fait. Du coup, la sensibilité se trouve incorporée dans une structure objectivante. Il y a un sujet qui perçoit un objet et c'est là qu'il y a la sensation. Et de là, la sensation, elle prend une définition qui est purement physiologique, juste un processus chimique et c'est tout, juste une réaction à ton environnement. Même la dimension psychologique, en fait, se trouve négligée, puisque la psychologie elle-même se trouve ici, en fait, soit elle est elle-même réduite à un objet d'étude, c'est-à-dire, quand on parle de psychologie, on ne parle pas de l'état intérieur, de l'intériorité de la personne, mais seulement ce qui fait la psyché de la personne. Ça devient, un objet à étudier. Et donc, son intériorité, elle va être absente de cette étude. Ou alors, la psychologie, ne dépend que de l'objet de la perception. Voilà. Bref, l'intériorité se trouve mise de côté lorsqu'on voit la sensation comme une intentionnalité. Et c'est là l'erreur. L'intentionnalité, elle a décidé de mettre sa définition du concret, sa définition de la sensation concrète, comme sensation de quelque chose. Et donc, si on prend la sensation pour elle-même, pour le coup, si on la prend sans sa relation avec les objets, du coup, la sensation va devenir une abstraction. La sensation comme simple qualité flottante en l'air ou dans notre âme représente une abstraction parce que sans l'objet auquel elle se rapporte, la qualité ne saurait avoir la signification de qualité sinon dans un sens relatif. Donc pour illustrer ça, Levinas il donne un exemple avec les couleurs d'un tableau. Genre tu as un tableau, tu as des objets qui sont peints, donc tu as des couleurs, c'est les couleurs des objets, mais on peut retourner le tableau, genre tu le regardes en arrière, tu le retournes quoi, genre, tu vois l'arrière du tableau, et à travers en fait la toile, tu peux percevoir les couleurs. C'est-à-dire en fait que tu vas plus voir les formes, tu vas plus voir les objets, mais tu vas voir en fait les couleurs. Tu vas voir en fait une espèce de tache rouge, une tache verte, etc. Mais on dirait quand même que les couleurs qu'on voit à l'arrière du tableau sont les couleurs de la toile.
D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont toujours être liés à un objet. Et si jamais on veut argumenter que l'effet esthétique des couleurs consiste en leur détachement de l'objet, on va être obligé de faire un raisonnement complexe et de la métaphysique de haute volée, et on ne va pas être très pris au sérieux, du moins selon Lévinas. Donc, cette critique, selon Lévinas, ne reconnaît pas ou méconnaît la sensibilité comme jouissance, où la vie est une vie de jouissance et pas d'intentionnalité, et qui ne s'interprète pas en fonction de l'objectivation. C'est-à-dire que la vie, qui est en réalité jouissance et sensibilité, elle n'a pas besoin de se comprendre par des objets. Juste la sensation de jouissance suffit à comprendre la vie, et elle suffit aussi à la vie. En d'autres termes, la vie, qui est le vivre de 3 points de suspension, ne dépend pas d'objets. Ce n'est pas en fait on a une sensation et là il faut chercher à quel objet cette sensation correspond, ou alors à quel objet cette sensation répond. Genre j'ai la sensation du bleu et la sensation, en fait, elle s'arrête là. Okay, elle s'arrête à ça, ce n'est pas une objectivation qui se cherche, ce n'est pas en fait, bah, là je ressens, enfin j'ai une sensation du bleu, et donc du coup je dois en fait dire oui ce bleu il est attaché à un objet qui est bleu. En fait la sensation, c'est juste en fait je fais l'expérience du bleu et point barre, c'est tout, ça s'arrête là. Donc comme il dit, la jouissance satisfaite par essence caractérise toutes les sensations dont le contenu représentatif se dissout dans leur contenu affectif. Donc là, il y a une distinction entre contenu représentatif et contenu affectif. L'affectif est celui de la sensation, et il fonctionne différemment de celui de la représentation. Quand je fais l'expérience sensible d'un tableau, certes, il y a un contenu représentatif ou un contenu de perception. Le tableau, en fait, quand je vois les images qu'il y a dedans, ça va être le contenu représentatif, c'est-à-dire que je vois des objets à l'intérieur du tableau, mais ce contenu, il va se dissoudre dans les affects que je vis en regardant ce tableau. Les affects ne sont pas une perception, ils ne dépendent pas d'objets. Ils peuvent s'en détacher et sont donc suffisants. Ils ne dépendent pas d'autre chose pour exister ou pour être sentis, en fait. La sensation, la jouissance qui résulte des affects, elle est donc satisfaite par essence, puisqu'elle est la manifestation de l'autosuffisance des affects. Et plus profondément encore, quand on jouit, déjà on peut jouir du contenu représentatif, on peut jouir d'une belle vision ou d'une belle musique. Quand on est trop stimulé, soit par la fréquence ou l'intensité d'une vision ou d'une musique, on peut aller jusqu'à la souffrance, parce que pour rappel, la souffrance, c'est aussi de la jouissance chez Lévinas, mais la jouissance ne s'arrête pas au détachement des qualités subjectives des objets. Quand on baigne dans la jouissance, quand on retrouve la sensation pure, bref, quand on retourne dans l'élément, on a beaucoup parlé de l'élément dans la section précédente, on ne fait pas juste une distinction entre représentation et affect. Il n'y a pas en fait de distinction dans la jouissance. Dans le contenu affectif, il n'y a pas de distinction entre affect et représentation, parce que je retourne à un stade où l'existence, un stade de l'existence où la conscience n'existe pas encore, ou plutôt la conscience ne s'est pas encore cristallisée pour que je puisse faire ces distinctions entre contenu représentatif et affectif. La sensation retrouve une réalité quand on voit en elle non pas le pendant subjectif des qualités objectives, mais une jouissance antérieure à la cristallisation de la conscience, moi et non moi, en sujet et objet. Donc la sensation n'est donc pas une sensation d'un objet doué de qualité, mais la sensation de la qualité elle-même, et cette sensation-là, en fait, elle préexiste tous les objets. La jouissance antérieure à la cristallisation de la conscience est une jouissance dont l'objet n'existe pas encore. Et l'objet ici, c'est la qualité en fait. Genre, c'est le bleu, le rouge, le vert. Et une fois que la conscience se cristallise, ces qualités vont commencer à remplir des formes qu'on va appeler les objets. C'est-à-dire en fait que d'abord, il y a les qualités, et donc du coup, avant que la conscience n'arrive, je suis dans un stade d'existence où la conscience n'est pas encore arrivée. Et du coup, en fait, je baigne dans ces qualités, je suis tout le temps en train de jouir de ces sensations qui ne sont pas dépendantes d'objets, et une fois que la conscience arrive, là, ces qualités, en fait, elles vont commencer à remplir des formes, et ces formes-là, ça va être les objets. Mais il ne faut pas non plus comprendre les affects ainsi, ou plutôt les qualités, pardon. Il ne faut pas comprendre les qualités comme des trucs qui servent seulement qu'au remplissage des formes. Les qualités ne sont pas, comme dit Lévinas, des contenus devant remplir des formes a priori de l'objectivité. Il faut leur reconnaître une fonction transcendantale sui generis, et pour chaque spécificité qualitative à sa manière.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, déjà, cette impression que les sensations sont des contenus qui remplissent des formes, c'est-à-dire quand je regarde par exemple ce micro, en fait, c'est une forme qui a été remplie par la couleur noire. C'est une impression qui vient avec la cristallisation de la conscience. L'objectivité ne serait possible que dans la conscience parce qu'ici, en fait, ce qui est objectif, c'est ce qui est saisi par la conscience et qui doit donc exister avant que la conscience le saisisse. Un fait, par exemple, est objectif parce qu'il existait avant que la conscience le chope. Si vous dites « je sais quelque chose » alors que cette chose n'existe pas encore, ben vous allez passer pour un fou. Même quand on fait une prédiction, il faut que ça se base sur des lois qui existent déjà et qui déterminent l'événement prédit. Et là, la sensation ne sert à rien d'autre qu'à rendre les objets percevables par la conscience. C'est-à-dire que la sensation ne sert qu'à donner raison aux prédictions de la conscience. Les formules mathématiques, par exemple, me permettent de comprendre des objets avant que ces objets se matérialisent. Et en ce sens, ils sont des formes a priori de l'objectivité. Les formes géométriques, le cercle, existe avant le disque en fait, de lumière qui va éclairer mon visage. Il est donc a priori. Je peux connaître un disque avant de voir le disque, simplement en complétant la forme géométrique. La sensation, par contre, c'est ce qui va remplir ce cercle. C'est la couleur, c'est le poids, c'est l'odeur, etc. Mais Lévinas dit que si on comprend la sensation ainsi, on la comprend juste comme contenu d'un objet, comme dépendante de l'objet. Plutôt, il faut voir la sensation en elle-même avant qu'elle ne devienne un contenu. Et donc, dans ce stade, la sensation est sui generis. C'est du latin qui signifie une chose qui est sa propre espèce, elle est son propre genre. Par exemple, en droit, lorsque vous avez un cas que vous ne trouvez pas où le classer, hein, c'est un cas sui generis. Ça veut dire que la sensation ici ne dépend pas d'une catégorie ou d'un genre, mais elle est prise en elle-même, elle est unique en son genre, elle est son propre genre, et même que chaque sensation, en fait chaque sensation est prise en elle-même. Chaque sensation est unique. La sensation du rouge est différente de la sensation du bleu, bien qu'elles soient des sensations de couleur. Elles n'ont rien de commun. Et la fonction transcendantale, hein, c'est parce que la sensation, c'est un peu la condition de connaissance a priori des objets. Chez Kant, en fait, le transcendantal, c'est un peu ça. Ce n'est pas la connaissance qui porte sur l'objet, mais comment on le connaît. La sensation, en fait, c'est la condition de toute connaissance objective. C'est ça, en fait, ce qui nous fait passer dans la connaissance objective. Voilà, enfin, c'est ce qu'on appelle le transcendantal. Et ainsi, la sensation ne dépend pas de l'objet, c'est l'objet, en fait, qui en dépend. Mais aussi, ça veut dire que la sensation est également une structure comme toute condition. Mais c'est des structures différentes de l'objectivité. Structures formelles a priori du non-moi ne sont pas nécessairement des structures de l'objectivité. La spécificité de chaque sensation réduite précisément à cette qualité sans support ni étendue que les sensualistes y cherchaient indique une structure qui ne se réduit pas nécessairement au schéma d'un objet doué de qualité. Les sens ont un sens qui n'est pas prédéterminé comme objectivation. Donc ça veut dire en fait que la sensation est déjà structure a priori du non-moi, c'est-à-dire en fait a priori de l'objet. Avant que le non-moi n'existe, hein, c'est-à-dire avant que les objets existent, il existait une forme de sensation, une structure a priori. Mais la structure de la sensation est aussi une structure formelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut être que décrite, puisque lorsqu'on la vit, la sensation se vit comme unité. Elle ne peut pas être représentée, si tu veux. Cependant, cette structure, comme qualité sans support ni étendue, donc qualité pure, n'a pas le même schéma que la structure d'objet qui a des qualités. La structure du rouge n'est pas comme la structure d'un micro rouge, et ça c'est parce qu'en fait le rouge n'est pas un objet. Sauf que les sens sont faits pour détecter les objets, non? Selon Lévinas, non. Les sens ne sont pas là pour détecter des objets ou pour transformer des qualités en objets. Les sens, en fait le sens des sens, hein, c'est-à-dire le toucher, la vue, l'ouïe et tout ça, le sens de ces sens-là n'est pas objectivant, il ne sert pas à constituer des objets. Nos sens ne sont pas là pour nous permettre de distinguer les objets, de les former. Sauf qu'on a en fait négligé le sens des sens, okay? Le sens de la sensibilité comme expérience esthétique pure qui ne se rattache à aucun objet et plus important encore, qui est antérieur et conditionne même la possibilité de la connaissance objective.
La sensibilité a une fonction de sensibilité pure qu'on trouve dans l'expérience transcendantale des contenus de l'expérience. Quand je mange du pain ou que je regarde un tableau, le pain et le tableau sont des contenus de l'expérience. Mais l'expérience transcendantale, c'est-à-dire l'expérience sensible, est d'abord une sensibilité pure. Le goût du pain est comme la couleur verte de l'herbe dans un tableau. Elle est indépendante de son objet. À cause de cette négligence, justement, on a posé le non-moi dans un sens univoque. Le non-moi est l'objectivité de l'objet, alors que, comme on a vu, le non-moi est aussi qualité sans support ou étendue. Qualité sans support et sans étendue. Elle est en fait indéterminée, et donc, en fait, tous les non-moi sont équivoques. Ils sont équivoques parce que leur base, c'est la sensibilité. Et donc du coup, ce n'est pas l'objectivité en fait qui est à la base, c'est en fait la sensibilité, c'est-à-dire cette qualité qui n'a pas de support et qui n'a pas d'étendue. Donc forcément, tous les objets qui vont en fait être des formes qui sont remplies par ces qualités, par cette sensibilité, bah forcément, ils vont être indéterminés et ils ne vont pas avoir de sens univoque. Tu vois, ça arrangerait la conscience en fait que les objets ont un sens univoque parce que comme ça, elle peut facilement les choper, elle peut facilement les comprendre. Mais parce que ce qui est à la base de ces objets, c'est la sensation, c'est la sensibilité, du coup, les objets n'ont pas de sens univoque, mais ils sont indéterminés et ils sont équivoques. Donc faire de la sensation une intentionnalité signifie en fait faire de toute expérience sensible une expérience univoque, et c'est ça le problème. Pour avoir la moindre valeur, pour être vraie, elle doit dépendre des qualités objectives de l'objet dont on fait l'expérience. Je ne peux pas faire l'expérience du rouge que s'il y a du rouge dans un objet que je vois et que je peux comprendre, que je peux saisir par la pensée. Sans objet qui porte la couleur rouge, personne ne va me croire quand je dis je vois du rouge. Et donc du coup, certains sens ont un privilège par rapport à d'autres. Les sens privilégiés sont souvent les sens objectivants. La vision et le toucher, par exemple, sont objectivants parce qu'ils sont les plus pratiques à la constitution de l'objet. La vue me permet de distinguer les choses et le toucher de les former. Les sens visuels et tactiles sont donc de l'ordre du travail et de la maison, comme on a dit la dernière fois. Ils arrachent en fait les choses de l'élément. Donc, à ces sens-là, on accorde une fonction transcendantale parce qu'en fait, c'est rassurant en fait. D'accord, ces sens nous rassurent. Ces sens, c'est des sens en fait qui ne vont pas libérer le côté équivoque ou indéterminé de la sensation. Par contre, il y a des sens, les autres, genre le goût, l'ouïe ou l'odorat, ils semblent beaucoup moins efficaces dans l'objectivation. Chez l'homme, en tout cas, si on avait parce que voilà, si on avait un flair tout aussi pointu que le chien, peut-être que là pour le coup ça va être le flair qui va être le sens le plus objectivant qu'on a. Donc ces autres sens, eux, ils sont confinés à trouver des adjectifs à l'objet et uniquement à ça. Étant incapables de former aussi efficacement les objets que la vue et le toucher, leur fonction devient juste de nous faire et juste en fait de nous dire en fait les adjectifs des objets ou leurs attributs. Cet objet a tel et tel goût ou odeur, il est silencieux ou bruyant, etc. Mais ces adjectifs ne sont pas nécessaires à la compréhension de l'objet. Si on les intègre, si on les fait participer, on court le risque de perdre de vue l'objet en question. Donc il faut toujours que l'objet soit garanti, sinon ça va être la panique. On réserve une fonction transcendantale aux qualités visuelles et tactiles, et on laisse aux qualités provenant d'autres sens que le rôle d'adjectif collant à l'objet visible et touché, inséparable du travail et de la maison. L'objet dévoilé, découvert, apparaissant, phénomène, c'est l'objet visible ou touché. Son objectivité s'interprète sans que les autres sensations y participent. Donc le but de tout ça, c'est d'assurer une certitude, d'être sûr qu'on est dans le vrai, qu'on n'est pas en fait dans des délires ou dans des rêves. Il y a quelque chose en fait que je vois et quelque chose que je saisis, que j'attrape, et ça rassure, ça donne une espèce de certitude, une espèce d'objectivité. D'ailleurs, l'adjectif objectif sert souvent pour désigner quelque chose de vrai, quelque chose qui est toujours identique à elle-même et donc univoque. L'objectivité, toujours identique à elle-même, se placerait dans les perspectives de la vision ou des mouvements de la main qui palpe. Donc, la vision et le toucher sont souvent des sens qui représentent ou qui symbolisent la vérité. La philosophie, d'ailleurs, depuis saint Augustin jusqu'à Heidegger, a eu cette conception. Toute
perception est une vision, car toute perception est intentionnelle, elle vise un objet. Saint Augustin voyait l'intellect comme un œil qui regarde les images fournies par non seulement la vue, mais aussi tous les autres sens. Donc pour lui, en fait, l'entendement est une vision, et c'est une vision de la vision, en fait, un regard encore plus profond, donc une perception de la perception. Et Heidegger reprend ce thème de la vision qui est essentiel au dévoilement. La vérité se donne au regard du Dasein. Le regard joue un rôle très important chez Heidegger, mais on va pas se tarder là-dessus. Ce qui constitue l'objet, c'est la vue et le toucher. Donc toute perception passe déjà par la vue et par le saisir. Même en fait les perceptions qui passent par l'odorat, le goût ou l'ouïe. C'est tous en fait, voilà, enfin, ils doivent tous être soumis à la vue ou au toucher. Et donc le privilège de la vue et la main représente la domination de l'idée et du concept en philosophie. La connaissance en philosophie est souvent de l'ordre de l'idée et de la conception. L'idée, en grec, hein, l'idos, signifie en fait vision ou vue. Avoir une idée, c'est avoir une vue panoramique sur l'être. Et le concept est toujours lié à la saisie. Le concept permet de saisir les choses, de les fixer, de fixer leur sens, de les distinguer comme lorsqu'on saisit un objet d'une main ferme, quoi. Et ainsi, toute expérience n'a de sens que si elle est expérience d'une idée et d'un concept. En d'autres termes, une expérience est toujours objectivante. Elle a certes une grande utilité politique, hein, puisqu'elle permet l'organisation sociale et même justifier la civilisation. La civilisation, hein, c'est un produit du travail et de la possession, et ça permet un certain repos de l'être. La nature paraît comme apaisée, comme inoffensive, comme contrôlable lorsqu'elle est soumise à la civilisation. Cette interprétation de l'existence à partir de la vision et du toucher n'est pas due au hasard et par conséquent peut s'épanouir en civilisation. Il est incontestable que l'objectivation se joue d'une façon privilégiée dans le regard. Donc cependant, la capacité du regard à informer l'expérience, à donner un sens univoque à l'expérience, une direction claire, ça c'est pas inscrit dans l'être. Ce n'est pas en fait une garantie parce que l'être en soi n'est pas univoque justement, il est indéterminé. Et ainsi le regard et le toucher ne peuvent pas être des repères phénoménologiques puisque ils ne rendent pas justice à l'expérience sensible. Ce qu'il faudrait, c'est une phénoménologie de la sensation comme jouissance, et pas comme idée ou concept. L'idée et le concept, c'est pas comme ça qu'on fait des expériences sensibles, en fait. Je ne fais pas l'expérience d'une chose, de ce micro en le touchant ou même en le voyant. Je ne me fais pas une idée de l'objet. La philosophie classique dit que c'est en formant des idées dans la tête et en saisissant les choses par des concepts qu'on fait l'expérience sensible. Or, la phénoménologie de la sensation, comme non pas en fait idée et concept, mais comme jouissance. C'est ça en fait, elle est différente. Une étude de ce qu'on aurait pu appeler sa fonction transcendantale qui n'aboutit pas nécessairement à l'objet, ni à la spécification qualitative d'un objet, et comme tel, simplement vue. Donc c'est ce genre d'étude, ce genre de phénoménologie qui s'impose. Une étude de l'activité de l'esprit qui serait purement transcendantale, une activité spirituelle donc qui n'aboutit pas à un objet. Lévinas nous dit que c'est grâce à Kant, grâce à la critique de la raison pure, qu'on a cette conception. Il y a quand même un petit bémol dans la philosophie kantienne, puisqu'on a dit que l'activité transcendantale a pour fonction de conditionner l'acte objectivant. Donc, elle est la condition de l'objet. Sans activité transcendantale, il n'y a pas d'objet. Mais cette relation, comme condition, relocalise l'activité transcendante dans une dépendance vis-à-vis de l'objet. Mais Lévinas propose que la phénoménologie transcendantale de la sensation se libère complètement de la relation avec l'objet, qu'elle ne se préoccupe que des qualités absolues, flottantes, sans support et sans étendue. La phénoménologie a pour principe l'étude de la subjectivité. Et ainsi, la subjectivité doit s'étudier en tant que telle. Or, la subjectivité se manifeste par la sensation, par l'affectivité, et donc à la sensation elle-même, il faut retourner et pas à sa relation avec l'objet. Certes, l'ancienne conception de la sensation accorde une certaine importance à l'affect, elle considère l'affectation d'un sujet, mais toujours par un objet, et donc elle ne concevait pas de la sensation comme jouissance, puisque dans la jouissance, ce n'est pas les objets, mais les qualités désincarnées qui nous affectent.
Et Lévinas passe aussi un petit clash subtil à la linguistique et au réalisme de la philosophie analytique, où en fait la sensation est complètement absente. Il appelle ça le langage naïvement réaliste des modernes, qui s'est encore plus éloigné de la sensation et de l'affect. Et c'est là où les choses sont un peu parties en vrille. La philosophie du langage moderne, le tournant linguistique comme on l'appelle, a fait du langage un truc impassible. Or, et c'est là où on va venir à autrui, le visage, comme il n'est pas un objet, il ne peut pas être vu ou saisi. Il est comme la qualité pure, c'est un affect. Et on a vu que c'est le langage qui permet la manifestation d'autrui. Faire l'expérience phénoménologique, subjective d'autrui, ce qui est nécessaire pour l'éthique, bah ça va se faire par le langage. Or, si le langage est dénué de tout affect, on ne peut plus accueillir autrui. Donc, il faut se défaire de l'idée de l'intentionnalité et retourner à une conception de la sensation sans intentionnalité. On a vu que ça correspond à la jouissance qui ne se range pas dans le schéma de l'objectivation et de la vision, n'épuise pas son sens dans la qualification de l'objet visible. Mais est-ce que l'expérience du visage, c'est de la jouissance? Il semble qu'on a un schéma comme ceci. Il y a jouissance, ensuite il y a travail et possession, c'est ici où on a la main, puis on a représentation, donc c'est là où on a vraiment le regard, et puis on arrive au visage d'autrui, c'est-à-dire le langage. Les deux étapes en fait de la main et de la vision sont des étapes d'intentionnalité, où la sensation est un peu remplacée par l'intellectualisme. Mais pour passer au visage d'autrui, est-ce qu'on défait les deux précédentes étapes? Est-ce que c'est juste un retour à la jouissance? Ben non, pas vraiment. Déjà, lorsqu'on parle du langage, on est encore dans de la représentation. Donc, on est dans de l'intentionnalité. On est dans un rapport avec l'objet. Regard et langage, regard-main et langage, sont du domaine de la représentation et donc ils sont objectivants. Mais Lévinas nous dit qu'il y a une distinction entre le regard et le langage. Comme si le langage fait ce que fait le regard, mais sans perdre ou compromettre la sensation. En d'autres termes, comment distinguer le regard du langage, qui est un regard bien particulier, mais qui accueille autrui, alors que le regard, normalement, il n'accueille pas autrui, puisqu'il est objectivant. Donc là, le langage, en fait, c'est un regard, mais qui ne va pas objectiver. Mais le problème, c'est que depuis tout à l'heure, on est en train de dire que le regard, c'est précisément ce qui objective, ce qui objectivise. Objectifier, c'est ce qui objectifie. Voilà. En fait, Lévinas, il nous dit que pour répondre à cette question, il faut encore comprendre la vision. Mais pour distinguer regard et langage, c'est-à-dire regard et accueil du visage que le langage présuppose, il faut analyser de plus près le privilège de la vision. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la vision? Déjà, on peut commencer par Platon. Selon Platon, l'œil voit toujours des objets. Mais qu'est-ce qui permet à l'œil de voir les objets? C'est la lumière. Un objet emprunte toujours la lumière. Or, l'œil ne voit pas la lumière, il ne voit que l'objet dans la lumière. Même le soleil ou l'ampoule, certes, ça émet de la lumière, mais la lueur qui fait mal aux yeux, ça fait pareil, ça fait partie en fait de l'ampoule ou du soleil. Du moins, c'est comme ça que Platon en parle. Donc là, la vision est dans une structure tripartite. La vision est dans une relation avec quelque chose, un objet, qui, pour être vu, doit être en relation avec quelque chose qui n'est pas une chose. Quelque chose que l'œil ne peut pas voir, qui donc n'est pas une chose, mais qui permet à l'œil de voir, qui éclaire les objets pour l'œil. Nous rencontrons donc toujours une chose dans ce qui n'est pas une chose, c'est-à-dire dans un rien, dans le non-chose. Voilà, la non-chose, c'est-à-dire le rien. La lumière, c'est un rien, c'est-à-dire c'est une non-chose. D'ailleurs, l'espace, c'est ça, c'est un vide qui apparaît comme vide lorsque la lumière chasse les ténèbres. La lumière fait apparaître la chose en chassant les ténèbres, elle vide l'espace, elle fait surgir précisément l'espace comme un vide. Alors déjà, en prenant l'espace comme vide, comme un rien, on retrouve la similarité entre le toucher et la vue. Le toucher est un mouvement de la main qui aussi traverse l'espace. Il traverse le rien pour toucher l'objet. Un aveugle qui touche, qui étend ses bras comme ça dans le vide de l'espace, c'est quelqu'un qui voit aussi. La différence, c'est que le toucher doit supprimer le vide entre la main et l'objet pour voir l'objet, tandis que la vision n'a pas besoin de cet effort en plus.
L'objet reste dans le vide quand on le voit, c'est lui qui vient du vide vers nous, tandis qu'avec le toucher, c'est nous qui devons aller le chercher. En plus, le néant dans le toucher ne se manifeste que lorsque la main palpite, alors que dans la vue, le néant est toujours manifesté. Mais dans les deux cas, l'objet vient du néant. Et c'est d'ailleurs ça qui donne au toucher et la vision leur privilège sur les autres sens. Ils sont les mieux adaptés à la prise de conscience de ce vide et de ce néant. C'est par la vue et le toucher qu'on comprend que les objets, que les choses nous viennent du néant. C'est d'ailleurs ça leur origine, ils viennent du néant, c'est-à-dire en fait c'est ça leur origine, d'accord. Le néant, c'est à attendre dans le sens de l'origine, mais c'est précisément pour ça qu'on a le problème du privilège de la vision. Comme l'origine de la chose c'est le néant, et qu'avec le néant, on ne peut rien faire, on a tout mis dans l'objectivité, c'est-à-dire dans la chose. L'objectivité devient l'être des étangs. Une chose n'existe, n'a d'ontologie que si elle est objective, qu'elle est un objet. En gros, on nie l'importance du néant puisque c'est un néant. Comme il n'y a rien à y voir, on se dit qu'il n'y a rien à nous apporter en lui-même, ne serait-ce que nous permettre de voir l'objectivité des étangs. Dans la lumière de la généralité qui n'existe pas, s'établit la relation avec l'individuel. Donc la lumière qui n'existe pas dans cette théorie produit une ouverture, un passage à la vision pour qu'elle puisse saisir les objets. La lumière pousse en fait l'obscurité vers l'arrière-fond et les objets passent au premier plan, où l'œil peut enfin les attraper et philosopher sur leur être. Donc, pour que je puisse avoir une relation avec cet objet en particulier, avec ce micro par exemple, il faut la lumière de la généralité. La généralité, c'est ce qui me permet de saisir le particulier. La lumière, c'est une catégorie, par exemple. Or, la lumière, cette généralité n'existe pas puisque ce n'est pas une chose, mais l'être non plus. Comme dit Lévinas en reprenant la philosophie d'Heidegger, une ouverture sur l'être, qui n'est pas un être, qui n'est pas un quelque chose, est nécessaire pour que, d'une façon générale, un quelque chose se manifeste. Donc le rien, c'est l'être, et la lumière aussi, c'est l'être. C'est l'être qui s'ouvre pour permettre aux étangs de se manifester d'une façon générale, c'est-à-dire d'une manière qu'on peut appréhender. Il s'agit d'une manière formelle d'être pour l'étang. Il s'agit donc de comprendre de manière détachée, formelle signifie détaché ici, il faut comprendre donc de manière formelle la structure de cet étang. Je ne peux pas saisir l'étang directement par l'immédiat, par la sensibilité, du coup je dois le comprendre autrement, c'est-à-dire formellement. Puisque son origine c'est le rien, je ne peux pas en faire l'expérience. Je ne peux pas faire l'expérience directe, sensible de l'être de la chose, sauf avec le risque de perdre cette chose de vue, donc j'en fais l'expérience, mais depuis une distance. La manifestation formelle de l'étang donc contient son intelligibilité, son objectivité, mais c'est cette même manière formelle d'être qui donne à l'étang son indépendance vis-à-vis du sujet. Comme provenant d'un rien, l'étang devient indépendant. Mais ça, on va y revenir. Pour l'instant, restons-en à la relation sujet-objet qui s'est subordonnée à la relation de l'objet avec le vide de son origine. Le vide, qui donne à l'objet son indépendance, devient le vide qui lui donne son intelligibilité pour qu'il soit saisi par le regard du sujet. La lumière, le vide, le néant, devient un passage pour le sujet d'attraper l'étang. Comme dit Lévinas, ainsi apparaissent les articulations de la vision où le rapport du sujet avec l'objet se subordonne au rapport de l'objet avec le vide de l'ouverture qui, lui, n'est pas objet. L'intelligence de l'étang consiste à aller au-delà de l'étang dans l'ouvert précisément. Comprendre l'être particulier, c'est le saisir à partir d'un lieu éclairé qu'il ne remplit pas. Mais on peut dire aussi que le vide spatial est aussi une chose. Après tout, quel est ce vide si ce n'est pas une forme géométrique? Le vide de ma chambre est un espace qui est limité par une forme géométrique, c'est-à-dire un cube. Et ce vide, c'est la forme de toute expérience, comme le cercle est la forme de l'expérience du disque bleu ou vert ou que sais-je. En se remplissant avec la qualité, il manifeste bien une chose. Mais dans ce cas, un objet peut devenir un vide pour d'autres objets, comme dans les poupées russes. Le cercle est un objet également. Il est un objet géométrique que je peux voir, il est quelque chose vu. Alors, certes, on ne peut pas voir d'espace sans objet. Les objets géométriques ne sont visibles qu'à partir d'objets, puisqu'ils sont la limite de l'objet. Quand je dessine ce micro, je dessine en fait ses contours, ses limites, et ensuite je remplis le blanc du papier à l'intérieur de ces limites avec des couleurs.
C'est pareil pour les objets dans l'espace. L'espace limite les objets, il manifeste des lignes, mais ces lignes n'apparaissent que s'il y a un objet. Il faut donc tracer un trait pour voir une ligne, et le trait c'est ça. Le trait c'est là, vous le voyez en fait sur la ligne du micro. Donc en réalité, les objets géométriques s'imposent à partir des objets. La forme du micro s'impose à partir du micro, à partir de la chose vue. Ligne, c'est toujours la limite d'une chose, et plan, c'est toujours la surface d'une chose. C'est pour ça, en fait, qu'on appelle les notions géométriques, ligne, plan, cercle, etc., des notions expérimentales. On ne peut les connaître qu'à partir de l'expérience sensible, à partir de la vision. En voyant les objets, je vois les notions de géométrie. Elles deviennent des choses que dans le regard sur des choses. Elles deviennent les limites des choses, mais comme on a vu avec les poupées russes, la limite d'une chose est aussi une chose. Donc là, on peut dire que l'espace, la lumière finalement, sont visibles, puisque c'est des choses. Bah oui et non. Non, parce que comme dit Lévinas, l'espace éclairé comporte l'atténuation jusqu'au néant de ses limites, leur évanouissement. Considéré en lui-même, l'espace éclairé, vidé par la lumière de l'obscurité qui le remplit, n'est rien. C'est-à-dire que quand je regarde mon micro, en fait, je ne vois pas la limite. Je ne vois pas la ligne comme lorsque je dessine le micro sur une feuille. L'espace fait disparaître toute limite des objets. C'est pour ça en fait qu'on l'appelle vide. La limite elle-même est un vide. C'est quoi en fait la limite du micro? Ce n'est pas une ligne, mais c'est un néant, c'est un rien. Les formes géométriques n'existent pas effectivement selon Lévinas. Elles sont juste des constructions formelles tout simplement qui sont pratiques pour parler des choses. Donc on est dans du vide. Mais en même temps, le vide n'est pas un néant absolu, donc c'est pas vraiment du vide. Ça peut être du vide parce que, citation, ce vide n'équivaut certes pas au néant absolu, le franchir n'équivaut pas à transcender. La transcendance, faut pas oublier, est une relation entre le même et l'autre. Traverser un vide absolu ne peut se faire que par transcendance. Donc, ça ferait des objets, des autrui. Et ça, c'est un peu le summum de l'absurdité pour Lévinas. Donc, le mouvement qui traverse l'espace est différent du mouvement qui traverse le vrai néant, le mouvement de la transcendance. Donc, un espace et le néant sont en fait différents. Mais ça ne signifie pas que l'espace est un objet. Certes, puisqu'il n'est pas un néant, il a une plénitude, mais la plénitude de l'espace est d'un autre ordre que la plénitude qui fait l'objet. Il s'agit de l'ilia en fait. L'ilia, si vous vous rappelez, c'est cette partie lointaine de l'élément, la limite de l'élément. L'espace qui me sépare de l'objet en fait, c'est l'ilia. Il n'est pas un objet, mais il n'est pas un néant non plus. Si le vide que fait la lumière dans l'espace dont elle chasse les ténèbres n'équivaut pas au néant, même en l'absence de tout objet particulier, il y a ce vide lui-même. Il n'existe pas par la vertu d'un jeu de mots, la négation de toute chose qualifiable laisse ressurgir l'impersonnel, il y a qui, derrière toute négation, retourne intact et indifférent au degré de la négation. Le silence des espaces infinis est effrayant. L'Ilia, en fait, c'est en fait l'espace que la jouissance ne couvre plus, qui est en retard. Alors ça, on l'avait déjà expliqué. On en a déjà parlé, donc c'est l'impersonnel, c'est le neutre qui ne peut pas être saisi ni par la sensibilité ni par l'intellect. C'est un objet qui se cache, on va dire, pour laisser voir les objets. Pour reprendre l'exemple des poupées russes, imagine que la première poupée est invisible. Et il faut qu'elle soit invisible pour qu'on puisse voir la poupée à l'intérieur. Donc, elle n'est pas seulement invisible, mais indétectable en fait. Elle est silencieuse, mais on sait qu'elle est là. Elle est la négation des poupées qu'on voit, négation de toute chose qualifiable, c'est-à-dire la négation de toute chose. Effectivement, quand toute chose est niée, il ne reste littéralement rien que le vide, un ilia impersonnel, une matière inconnue, silencieuse, la peyronne. Et donc de là naît le vertige, de là naît l'angoisse qu'on se presse de vaincre en traversant cet espace, en saisissant l'objet qui se tient sur l'autre rive. Le côté impersonnel et neutre de l'ilia fait qu'il ne correspond à aucune représentation.
on ne peut pas représenter l'espace même avec des formes géométriques. Les formes en question restent que formelles, pratiques pour parler de l'espace, mais elles ne correspondent pas à l'espace. Ce qui lui correspond, c'est l'expérience phénoménologique du vertige, qui est une sensation particulière parce que c'est la négation de la sensation. On est dans l'au-delà de toute sensation, dans la nuit qui obscure, de l'élément plutôt. Malgré que l'espace, bien que en fait, l'espace est rempli par la lumière, il reste quand même obscur. La lumière, en chassant les ténèbres, n'arrête pas le jeu incessant de l'Ilia. Le vide que produit la lumière demeure épaisseur indéterminée qui n'a pas de sens par elle-même avant le discours et ne triomphe pas encore du retour des dieux mythiques. Donc, la lumière, en fait, ce Ilia, il reste le lieu du mythe sans visage, le lieu de l'anonymat, là où les dieux païens résident, et ils ne nous protègent pas contre son retour. Voilà, c'est-à-dire que la lumière, le fait que tu peux voir les choses, ça ne te protège pas contre le retour des dieux mythiques. On a normalement expliqué ça aussi dans la précédente section. Donc bref, le vertige se vit dans l'élément lorsque l'Ilia envahit l'espace. C'est d'ailleurs le terme que Lévinas emploie, l'envahissement de l'Ilia. Il pénètre entre les choses, il s'immisce entre le moi et l'objet, mais c'est par cet envahissement que la vision est possible. Pour voir l'objet, il faut passer par le vertige. Mais aussi, la vision procure une sensation de triomphe sur ce même vertige, en fait. La précipitation vers l'objet, c'est une précipitation pour refermer l'ouverture dans l'être pour que la jouissance rattrape son retard. Lorsque l'être s'ouvre au regard, c'est que la jouissance est un peu en retard, là. Et dans ce retard, l'Ilia commence son invasion. Mais en s'interposant entre le moi et la jouissance, l'Ilia, il va permettre la vision. Je peux maintenant voir les objets parce que l'Ilia s'est émissée entre moi et ma jouissance. En les voyant, je peux me diriger vers eux, je peux les attraper, je peux les saisir et donc je peux les consommer. Et en les consommant, je m'en nourris. Et donc du coup, je retrouve la jouissance. Et en jouissant, j'oublie la Peiron, j'oublie l'Ilia anonyme. La vision dans la lumière est précisément la possibilité d'oublier l'horreur de ce retour interminable, de cette apeiron, de se tenir devant ce semblant de néant qu'est le vide et d'aborder les objets comme à leur origine à partir du néant. Cette sortie de l'horreur de l'Ilia s'est annoncée dans le contentement de la jouissance. Donc finalement, le vide de l'espace est une ouverture dans l'être qui provoque au moi l'envie de refermer cette ouverture. La jouissance prend du retard pour que le moi retrouve cette jouissance. Dit comme ça, c'est un peu absurde, c'est comme arracher un bout de papier et écrire le message suivant en passant le bout de papier à son camarade. Est-ce que tu peux me donner un bout de papier? Donc retarder la jouissance juste pour la retrouver ensuite, ça paraît non seulement inutile, mais en plus on doit souffrir le vertige pour ça, quoi. Donc pourquoi passer en fait par toute cette merde si le résultat final c'est le retour sur soi? L'Odyssée d'Ulysse, elle a une certaine absurdité. Pourquoi aller faire une guerre de 10 ans et puis naviguer la mer pendant 10 ans de plus si c'est juste en fait pour rentrer chez moi alors que j'étais déjà chez moi en fait? Ça n'a pas de sens. Si c'était pour rencontrer un être absolument extérieur, si c'est pour rencontrer Dieu par exemple, je veux bien. C'est pas une rencontre qui se rate, certes. Mais là, l'espace, l'ouverture en question, n'est même pas le lieu pour rencontrer cet être extérieur. Le vertige semble être juste une autre modalité de la jouissance et de la séparation, chose que j'ai déjà systématiquement. Donc pourquoi est-ce que je me fais chier avec le vide spatial? L'Ilia, comme on a dit, n'a pas de visage, donc c'est pas là où je vais rencontrer autrui. Il n'est pas un intervalle absolu, mais un intervalle qui reste quand même franchissable, techniquement. Ainsi, l'Ilia, entre moi et l'objet, ne protège pas en fait l'objet de ma prise. Il reste du domaine du travail et de la maison. Et cette ouverture ne sert donc que le moi, pour qu'il travaille et qu'il possède le monde, pour ainsi retrouver une jouissance retardée par cette même ouverture. Donc encore une fois, ça peut paraître con. Donc tout ce qui est donné à la vision ne peut pas être séparé absolument de la vision, même pas les étoiles. Les étoiles aussi, malgré la distance du vide qui nous en sépare, ne sont pas en sécurité par rapport au regard de l'homme. La vraie hauteur d'où surgit autrui, c'est pas ça non plus.
Lévinas mentionne l'échange entre Socrate et Glaucon dans la République de Platon, où Glaucon disait que l'astronomie est la plus noble des sciences car elle vise les objets célestes. Et Socrate s'est un peu moqué de lui, c'est-à-dire une science noble ne peut viser que ce qui est transcendant pour Socrate. Or, la hauteur entre moi et le ciel est franchissable puisqu'on peut voir les étoiles. La vraie hauteur, celle de la transcendance, ne peut pas se faire à travers un vide, mais à travers un néant réel. Seul le néant peut stopper le mouvement du regard et de la main, le mouvement de prise sur les choses, même si oui, on ne va jamais atteindre une étoile, le simple fait qu'elle est à la portée de la vision, fait qu'en fait, l'espace qui me sépare de ces étoiles, ce n'est pas un néant absolu ou un néant réel. Je peux toujours le traverser théoriquement. Il dit, les formes des objets appellent la main et la prise. Par la main, l'objet est en fin de compte compris, touché, pris, porté et rapporté à d'autres objets, revêt une signification par rapport à d'autres objets. L'espace vide est la condition de ce rapport. Il n'est pas une trouée de l'horizon, la vision n'est pas une transcendance, elle prête une signification par la relation qu'elle rend possible. Elle n'ouvre rien qui, par-delà le même, serait absolument autre, c'est-à-dire en soi. Donc, que fait la lumière qui pose l'espace entre moi et l'objet? Elle rend possible la signification. On peut donner des sens aux objets en les mettant aussi en relation les uns avec les autres. La lumière n'éclaire pas seulement la relation entre moi et l'objet par l'espace, mais les relations entre les objets également. Une table n'a de signification que par rapport à la chaise, à un clou, que par rapport en fait au marteau et au mur, etc. On voit donc un système qui se crée, des structures, des totalités. On commence à classifier le vivant, la biosphère, etc. Tout dans le monde n'a de sens que par sa relation avec d'autres choses. C'est comme ça parce que en fait, la lumière, comme en fait elle est l'envahissement de l'anonymat, les objets ne peuvent pas parler. Les objets ne peuvent pas se présenter. Le marteau ne te dit pas « je suis un marteau, tu peux m'obliger pour clouer des clous ». Non, tu dois en fait déduire ce que tu es censé faire de ce marteau à partir des autres objets autour de toi. Un peu comme lorsqu'on fait de l'archéologie, on essaie de deviner à quoi chaque artefact servait, quoi. En bref, la lumière n'aborde pas les objets de face, la signification est toujours latérale, comme il dit, on est toujours sur le plan de l'immanence, toujours sur le plan du même, toujours sur le même plan. Tout est saisissable sur le même plan, quoi. Donc l'intuition, ici, c'est pareil. Avoir une intuition, ce n'est pas une connaissance directe non plus, ce n'est pas rencontrer l'objet de face, mais toujours dans une relation. C'est juste que la relation nous semble beaucoup plus évidente que les autres, hein, c'est pour ça qu'on a une intuition, ou alors elle voit clairement les relations où les choses se transportent les unes vers les autres, quoi. Le problème réside en ceci, la transportation du moi et des choses se fait sur le même plan. Le moi est transporté non pas au-delà des choses ou du plan des choses, c'est-à-dire le plan du même, mais vers les choses sur le plan des choses en fait. Et les choses, c'est pareil entre elles. Tandis que la transcendance, c'est censé faire l'inverse. La transportation se fait vers l'au-delà du plan des choses. La signification est donc ici. Elle est dans le vide, elle est donnée latéralement aux choses au lieu de provenir d'en haut. L'espace, au lieu de transporter au-delà, assure simplement la condition de la signification latérale des choses dans le même. Donc, l'oubli de l'Ilia n'est pas un dépassement du monde, c'est pas un dépassement du monde de l'Ilia, mais un retour vers ce monde en fait. Un retour vers soi, un retour vers la jouissance. La vision est donc toujours limitée dans l'horizon, qui est le plan des choses. Voir, c'est donc toujours voir à l'horizon. La vision qui saisit à l'horizon ne rencontre pas un être à partir de l'au-delà de tout être. La vision comme oubli de l'Ilia est due à la satisfaction essentielle, à l'agrément de la sensibilité, jouissance, contentement du fini sans souci de l'infini. La conscience retourne à elle-même tout en se fuyant dans la vision. Alors on peut essayer d'objecter à ceci, objecter à la proposition que la conscience est un retour sur soi. Si on maintient cette proposition, c'est dû à une certaine compréhension de la lumière. Jusqu'ici, on a dit que puisqu'il n'y a pas de rencontre avec une extériorité absolue, le moi, forcément, il retourne vers lui-même. La lumière qui éclaire le monde ne fait que le renvoyer chez lui. Or, si on prend la lumière pour l'extériorité absolue, alors là, la vision n'est plus une fuite vers soi, mais une transcendance, justement. Il y a la conception de la lumière comme telle. Mais la lumière n'est-elle pas, dans un autre sens, origine de soi?
en tant que source de lumière ou coïncide son être et son paraître en tant que feu et soleil, il y a certes la figure de toute relation avec l'absolu. Sauf qu'en fait, selon Lévinas, c'est juste une figure, précisément. Ça y ressemble, mais dans le sens d'une métaphore, à la limite. Après tout, le soleil est aussi un objet, ce qui fait qu'il dépend d'un fond, d'un horizon duquel il émerge. Et la lumière qui en émerge l'est tout aussi. C'est-à-dire que la lumière du jour, la lumière diurne, est une lumière qui n'est pas chose en soi. Elle dépend encore de l'horizon obscur et nocturne. Derrière encore, il y a la nuit, qui selon Lévinas, c'est la lumière nocturne. Donc même si on ne voit pas la lumière, elle reste une donnée comme les données visuelles. Donc elle est quand même vue, malgré qu'elle est invisible. Et ça, ça signifie qu'elle a un caractère d'objet et que donc elle n'est pas un être dont l'extériorité est absolue. Donc elle ne rend pas possible la conscience de l'altérité absolue, mais elle est précisément ce qui renvoie la conscience vers elle-même. Il faut un rapport avec ce qui est, dans un autre sens, vient absolument de lui-même pour rendre possible la conscience de l'extériorité radicale. Il faut une lumière pour voir la lumière. Donc le problème en question ici, la lumière pour voir la lumière, c'est en fait la question de comment sortir de la subjectivité. Comme on a vu, l'objectivité, comme elle ne sert qu'à un retour sur soi, elle est aussi ancrée dans la subjectivité. La lumière du jour reste une sensation également. Son existence se fait par la subjectivité du moi. Donc comment le moi peut sortir ? Certains disent que la science, la physique et les mathématiques peuvent nous ouvrir un passage, peuvent servir de transcendance vers l'absolu, mais selon Lévinas, même la science est qualitative. Il mentionne Léon Brunswick, un philosophe des sciences français qui a fait de la science une production de l'esprit pour le développement de l'esprit. C'est-à-dire, en fait, c'était un bergsonien idéaliste. Pour lui, toute science commence par un jugement qui est subjectif, produit de l'esprit, et donc finalement, la science n'est que l'esprit qui se découvre. Donc la science, c'est l'esprit qui retourne vers lui-même. Lévinas dit que même si on met de côté Brunswick, on n'arrive pas à une science qui brise le cercle fermé de la subjectivité. On reste en fait bloqué dans la sensation. Toute science commence par la sensation, toute science commence par l'empirisme, même les mathématiques. Donc rien sur ce monde et qui part de ce monde ne peut briser la sensation, ne peut aller au-delà de la sensation, ne peut sortir de la sensation. Le message phénoménologique est toujours opaque à l'extérieur. Du coup, qu'est-ce qui peut briser cette opacité et en même temps préserver le message phénoménologique ? Quel genre de sensation peut briser la sensation sans perdre la sensation? Ici, il faut une altérité totale qui ne peut provenir que de l'infiniment lointain. Encore plus loin que la lumière, encore plus haut que les étoiles et le soleil, Glaucon en fait était prisonnier du dôme céleste et donc ne concevait pas l'infini au-delà de la lumière diurne et sa source, c'est-à-dire la lumière nocturne. Il faut aller plus loin que l'être plus loin même que la lumière nocturne. Donc depuis l'infini ne peut exister qu'un autre, absolument autre, qui n'est pas du tout lié à la sensation, à la jouissance et qui est absolument indépendant, ne dépend de rien d'autre pour se représenter. L'altérité totale grâce à laquelle un être ne se rapporte pas à la jouissance et se présente à partir de soi ne luit pas dans la forme des choses par laquelle elle s'ouvre à nous, car sous la forme, les choses se cachent. Donc ça veut dire, ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsqu'on se saisit les choses, si dans la saisie on espère trouver une quelconque altérité, tout ce qu'on va trouver, c'est juste de la matière identique, indifférenciée. Les choses se cachent sous les formes, signifie que sous les formes, sous les surfaces, à l'intérieur des choses, il n'y a que de la matière qui va devenir encore des choses. L'intérieur des choses, c'est encore plus de formes. C'est pour ça que dans le monde matériel, il n'y a rien de différencié. L'intérieur se transforme en surface et la surface se transforme en intérieur. Lorsqu'on retourne une chaussette, tout ce qu'on trouve, c'est une chaussette. Quand on fond le métal, par exemple, quand on fond le métal de plusieurs objets, donc plusieurs formes, on obtient du métal duquel on va produire encore d'autres formes. D'une caisse en bois, on peut faire une table, etc. La table cachée devient l'ouvert, et l'ouvert, qui était la caisse, devient caché. La science, en fait, qui va ouvrir les choses pour y trouver le principe absolu, fait exactement pareil. Retourner des chaussettes, c'est ce que fait la science. Le principe absolu
l'essence, l'intériorité de la chose n'est rien d'autre que la matière en fait. Certes, on peut objecter que les essences ne sont pas spatiales, mais spatiales ou pas, si l'intérieur de la chose est sur le même plan que le moi, alors il est noématisable. Et ainsi, c'est de la matière même si elle n'est pas spatiale. On peut trouver ça naïf, les philosophes qui font de la métaphysique et de l'ontologie verront ironiquement Lévinas comme Glaucon ici, mais Lévinas dit que c'est ces philosophes-là qui sont comme Glaucon, qui prennent les étoiles pour des essences, alors que leurs essences sont aussi superficielles que les formes qu'ils cherchent à justifier. En réalité, la profondeur de la chose ne peut avoir d'autre signification que celle de sa matière, et la révélation de la matière est essentiellement superficielle. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que les choses et la matière n'ont pas de secret. Ce qui est à l'intérieur est aussi à la surface. La profondeur de l'ontologie, la profondeur de l'être signifie juste une plongée dans le même. Cependant, ça ne signifie pas qu'une profondeur réelle, une profondeur digne de la transcendance, n'existe pas. Si surface intérieure ne correspond pas à une vraie profondeur, l'envers et l'endroit y correspondent. Lévinas dit que ce qu'il faut pour qu'il y ait profondeur qui mène à l'extériorité, à la rencontre de l'être absolu, il faut que cette profondeur ne soit seulement ni intérieure, ne soit pas seulement ni intérieure, mais une intériorité. L'intériorité, en fait, c'est juste une continuation de ce qu'il y avait à la surface. Tandis que l'intériorité, contrairement à l'intérieur, c'est ce qui est complètement autre, ce qui a une façade. Une façade suggère, selon Lévinas, qu'il y a quelque chose de vraiment secret derrière, une profondeur impénétrable et insoupçonnée. La façade, contrairement à une surface, ne s'offre pas au regard. Et si on la retourne, c'est pas du tout comme retourner un vêtement ou faire fondre en fait des pièces de monnaie pour extraire le métal et le transformer en d'autres objets. L'envers de l'endroit n'est pas un endroit à l'envers, mais quelque chose d'autre. L'envers est ce qui a une façade. Ça ne veut pas dire que la façade c'est l'endroit et l'intériorité c'est l'envers. Là on dirait si on retourne la façade, on trouverait une intériorité. Mais on ne retourne pas une façade précisément, parce que l'intériorité doit toujours rester secrète. Sinon elle devient une continuation de la façade, et donc on reste dans du superficiel. Le superficiel c'est précisément ce qui a une profondeur, mais la profondeur est juste comme ce qu'il y a à la surface. Plus on creuse le superficiel, et plus en fait il ressemble à la surface. L'envers et l'endroit par contre nous sortent du superficiel et nous amènent à un plan supérieur. Si la façade égale l'endroit et l'intériorité égale l'envers, on traiterait la façade comme une surface. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la façade, c'est l'envers et l'endroit, c'est l'être, c'est l'essence. Lorsqu'on retourne l'endroit, qui est l'essence de la chose, le noumène, on trouve un phénomène, un être avec une façade. Tout cet être avec une façade, c'est l'envers. L'endroit serait l'essence de la chose par rapport à laquelle l'envers, où les fils sont invisibles, supporte les servitudes. Donc l'envers supporte les servitudes de la chose, c'est-à-dire les temps dans ses modalités. Les modalités, comme on sait, sont comme les servitudes de la chose en soi. Ils obéissent à la chose en soi. Le rêve obéirait à la réalité, par exemple. Mais ça, c'est dans la philosophie classique, où toujours le phénomène est subordonné au noumène, manipulé comme une marionnette, mais sans jamais voir les fils du marionnettiste. Mais Lévinas nous dit que cet envers, en fait, il est indépendant de l'endroit. Si on suit la philosophie classique, on conclut que l'envers, c'est une profondeur de l'endroit et vice-versa. L'être devient surface de l'étang et l'étang surface de l'être. Les servitudes en question, c'est comme avec la matière. La caisse et la table sont des servitudes du bois qui est leur essence. Les choses ne sont pas séparées parce qu'elles partagent en fait la même essence. Or, un vrai retournement de l'envers et de l'endroit, c'est la séparation absolue. L'endroit, c'est quand les choses ne sont pas séparées comme dans l'obscurité de la matière. Et l'envers serait le plan de la séparation de la transcendance. C'est le plan d'autrui, le plan où les étangs, les êtres sont séparés absolument à l'infini. Lévinas d'ailleurs mentionne Proust en disant « Proust admirait l'envers des manches d'une robe de grande dame comme ces coins sombres des cathédrales, cependant travaillés avec le même art que la façade. » Alors, je ne suis pas un fan de Proust, donc je ne sais pas trop à quoi il fait référence. J'ai pas encore eu l'occasion de lire À la recherche du temps perdu, à part quelques petits extraits connus comme le truc de la Madeleine. Mais à en juger par le contexte, il semble que Lévinas utilise cette métaphore pour dire que lorsque Proust
décrit l'envers des manches d'une robe, ça lui procure en fait la même expérience esthétique lorsqu'on est dans des coins sombres des cathédrales. Ça semble dire que coin sombre des cathédrales, c'est une étrangeté de la cathédrale, comme si elle est vraiment habitée par le Saint-Esprit, comme si l'atmosphère des coins sombres de la cathédrale évoque la présence de Dieu, l'altérité absolue, et ce qui couvre l'altérité absolue selon Lévinas, c'est la façade. Alors comment articuler tout ça? Comment l'altérité absolue doit avoir une façade? C'est quoi en fait c'est quoi les bails ici en fait? C'est parce qu'en fait une façade, la façade c'est une individuation. Contrairement à la matière qui n'a pas de façade et donc demeure complètement anonyme, l'être qui a une façade est vraiment unique. Il n'a pas d'autre référent que lui-même, il a une identité. L'obscurité de la matière signifierait l'état d'un être qui précisément n'a pas de façade. Donc c'est ça en fait l'anonymat. Or l'envers, qui est le plan d'autrui, est un plan d'identité. Lévinas compare la façade à l'expérience esthétique comme lorsqu'on regarde une œuvre d'art. Il dit, citation, « C'est l'art qui prête aux choses comme une façade, ce par quoi les objets ne sont pas seulement vus, mais sont comme des objets qui s'exhibent. » Donc toute œuvre d'art est un peu une façade. Lorsqu'on regarde un tableau, on voit déjà des choses qui se donnent au regard, qui s'exhibent, quoi. Donc il y a l'expérience phénoménologique par excellence, comme on a vu tout à l'heure. L'art dans les cathédrales a été un moyen de procurer de la sensation, donc la sensation est controversée, est conservée, mais en même temps, il y a quelque chose en plus derrière les façades. Les tableaux d'un peintre qui se donne ne dénoncent pas ou ne trahissent pas l'intériorité du peintre. Imaginez l'art comme un bâtiment. Vous le voyez, il a littéralement une façade, mais imaginez que c'est un bâtiment que vous ne pouvez jamais entrer. L'architecte d'ailleurs, Lévinas pense, c'est pour ça que c'est le premier des beaux-arts, parce qu'à la fois il se donne à la sensation, à l'œil, au regard, et à la main aussi, puisque c'est la main qui construit les baraques et les cathédrales, mais aussi il y a quelque chose de secret, de toujours inconnu, qui ne se donne pas à la sensation. Mais ce quelque chose qui ne se donne pas, c'est selon Lévinas le beau. Le beau n'est donc pas l'esthétique, mais précisément ce qui ne se laisse pas prendre par la sensation, ce qui est indifférent, silencieux, froid, et justement, c'est ça qui en fait un surplus. Le beau, c'est précisément ce dont on n'en a pas besoin, ce qui ne répond à aucun intérêt, c'est-à-dire l'indépendant, l'autonome, quoi. En parlant de l'architecture, il dit « Mais en elle se constitue le beau dont l'essence est indifférence, froid, splendeur et silence. » Par la façade, la chose qui garde son secret s'expose enfermée dans son essence monumentale et dans son mythe où elle luit comme une splendeur mais ne se livre pas. Elle subjugue par sa grâce comme une magie mais ne se révèle pas. L'architecture déjà est ce avec quoi on construit sa maison, le lieu où on accueille autrui. L'architecture et l'art en général sont des façades, des habitations qui cachent toujours non pas de l'être, comme dit Heidegger, mais un être unique, indépendant, bref, une intériorité. L'altérité absolue, donc, à la fois se donne sans se donner. La révélation d'autrui, dont on parlait depuis le début du livre, c'est aussi une grâce, une magie, un événement sans explication, mais pour demeurer sans explication, autrui ne se révèle pas. Sa façade, en même temps, le révèle à la sensation sans le révéler. C'est ici en fait où réside le beau, dans le mystère, dans le secret d'autrui. Donc le beau est au-delà de la contemplation, de la sensibilité et de la jouissance, mais du domaine de la transcendance. Donc ici l'envers et l'endroit prennent une autre signification. L'endroit, c'est la fermeture et l'envers, c'est l'ouverture de cette fermeture. Mais une ouverture radicale qui ne peut se traduire que par la séparation, que par la transcendance. L'envers où la façade se manifeste, c'est le plan du transcendant, où celui-ci coupe la sensibilité. La sensibilité est comme une bulle fermée sur elle-même, et le transcendant vient et il la déchire. Et cette coupure, c'est l'ouverture de l'être, littéralement. L'être, le même découvre l'autre en fait, il découvre une autre dimension jamais soupçonnée, une dimension étrangère à la vision des choses. Ici, en fait, dans la dimension de l'être, dans la dimension de la subjectivité et de la sensation, on voit les choses. C'est le monde de la vision. Mais le plan supérieur est une vision qui est la vision de l'ouverture.
c'est voir en fait le monde des choses s'écrouler par la révélation d'autrui. C'est l'eschatologie dont on a parlé aussi au tout début du livre. C'est le transcendant qui, selon Kant, va au-delà de toute expérience sensible. C'est ici en fait que le langage commence. Jusqu'ici en fait, il n'y avait pas vraiment de langage. Sans le visage d'autrui, aucune raison de développer un langage puisqu'on n'a pas à qui communiquer justement. Mais maintenant si. Donc le langage suppose qu'autrui est intervenu, qu'il a coupé la sensibilité, qu'il nous a sorti de la subjectivité, puisque en parlant de l'ouverture, elle tranche sur la vision des formes et ne peut se dire ni en termes de contemplation, ni en termes de pratique. Elle est visage, révélation et parole. Donc, avec le langage, on est toujours dans l'expérience phénoménologique, bien sûr, puisqu'il faut conserver cette subjectivité tout en sortant. Mais ici, avec la parole, on trouve une expérience différente de l'expérience habituelle du moi. Pour conclure cette vidéo, la relation avec autrui introduit seule une dimension de la transcendance et nous conduit vers un rapport totalement différent de l'expérience au sens sensible du terme, relative et égoïste. Donc en fait, brièvement, le visage, c'est ce qui nous fait passer de l'esthétique à l'éthique. Et c'est justement ça qu'on va voir la prochaine fois. Le visage, c'est ce qui nous sort de la sensibilité pour nous faire passer à l'éthique, mais tout en conservant la sensibilité. Et donc, prochaine partie de la 3e section, on va parler du visage et son rapport avec l'éthique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant et que c'était clair, j'espère. Voilà, enfin comme d'hab, merci d'avoir regardé, petit pouce bleu, le petit commentaire, abonnez-vous et tous les liens pour soutenir, pour me suivre sur les réseaux en description. Et voilà, enfin je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine partie, pour la 2e partie de la 3e section de Totalité et Infini. Et voilà, à la